Bonsoir à toutes et tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé et qu'on ne s'est pas vu en live parce que j'ai un planning très chargé, que je finis souvent tard les soirs et que du coup j'ai pas forcément le temps de préparer des lives en avance. Écoutez, j'espère que vous allez apprécier ce live donc qui est sur le thème donc de comment ah super, je vois des gens qui commencent à se connecter, c'est chouette. Donc le live de ce soir, il est sur le thème en fait en gros de qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre son couple plus sain. Quand au départ, peut-être, on n'avait pas forcément les mêmes valeurs avec notre partenaire, mais qu'on s'en est pas rendu compte, que il y a des sujets dont on n'avait pas parlé avant de se mettre ensemble, avant de s'engager, ou des choses comme ça, et qu'on a envie quand même de poursuivre son couple. Euh, bonsoir. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. J'étais en train de faire une petite introduction au live. Je sais pas si vous m'entendez bien. Alors je suppose qu'Elodie, je pense qu'elle a dû peut-être me faire un coucou ou quelque chose comme ça, mais je vois pas de message. Alors ne vous inquiétez pas si pour l'instant je réponds pas au coucou, aux questions, ne vous vexez pas, c'est juste que je ne vois pas les messages. Je crois qu'il y a un décalage ou un différé et que pour le coup je vois pas toujours les messages immédiatement. Voilà, donc par rapport à ce soir on va aborder le thème du couple. On va dire qu'on répare, qu'on arrange de façon à ce que la relation soit plus saine. D'abord, je vais vous parler dans un premier temps des conditions pour lesquelles, avec lesquelles on peut réparer un couple, mais aussi de ce qu'on doit faire et de ce qu'on doit travailler pour qu'un couple puisse être sain. Voilà. Est-ce que les personnes qui se connectent au live peuvent m'envoyer un petit message, s'il vous plaît, en dessous de la publication, parce que j'ai l'impression que je ne vois pas les commentaires. Voilà. Ah, je vois qu'il y a Anna, je crois qu'il y a Cécilia, je vois Elodie. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a peut-être du mal à se connecter aussi. Enfin voilà, bonsoir à toutes. Pour l'instant, il y a pas d'homme encore parmi nous. C'est dommage. Voilà, donc je disais que je voyais pas trop les messages, donc si vous m'écrivez, ne vous offusquez pas de si je vous réponds pas pour le moment. Je crois qu'à chaque fois pendant les lives, ça met toujours un moment à apparaître en fait les messages que vous m'envoyez. Donc voilà, donc si jamais vous avez envie de me faire un petit coucou, mettez-moi peut-être coucou et comme ça au moins je sais à quel moment je commence à recevoir vos messages. Voilà. Donc un couple c'est pas évident comment dire à assainir parce que souvent on a attendu longtemps avant de consulter un thérapeute de couple et de se dire on va se faire aider parce que au départ on croit souvent que ça va s'arranger, on a essayé plein de choses. Mais le souci, c'est qu'entre temps, en fait, il s'est passé aussi plein de choses qui ont blessé l'un, qui ont blessé l'autre, et donc du coup, souvent en thérapie de couple, les couples arrivent avec beaucoup de rancœur de l'un vis-à-vis de l'autre, parce que avant de faire cette démarche-là, de vouloir arranger les choses, il y a eu plein de choses qui ont été faites, qui ont été dites, et que souvent le couple est très en péril au moment où les personnes arrivent. Euh, voilà, donc du coup, comme vous le savez peut-être, je suis formée aussi à la thérapie de couple, hein, c'est pour ça que j'aborde ce sujet ce soir. Et aussi parce que je me suis rendu compte que dans mes accompagnements, j'ai parfois des personnes qui sont en couple. Et c'est un peu l'effet Kisko de l'accompagnement que je n'avais pas prévu, même si évidemment que c'est étroitement lié, hein, ce que je travaille avec une vie de couple épanouie. Mais c'est vrai que souvent, j'ai remarqué que j'ai deux cas qui se présentent dans mon accompagnement quand les personnes arrivent et qu'elles sont en couple. J'ai le cas où l'accompagnement en fait arrange les choses dans le couple parce que la deuxième personne du couple fonctionne de façon plutôt saine, n'a pas trop de choses à travailler sur elle et est à l'écoute de mon client ou ma cliente. Et donc là, dans ce cas-là, c'est des couples qui vraiment qui repartent et qui vont très bien après que mes clients aient fait l'accompagnement. Soit dans le développement personnel que mes clients font, ça les aide plutôt à faire le deuil de leur relation parce que au fur et à mesure de l'accompagnement, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes en restant dans ce couple et puis ils réalisent qu'ils rejouent
beaucoup trop de blessures pour eux et que le couple vient appuyer sur trop de blessures pour qu'ils puissent rester. Et donc, ça les aide plutôt à à quitter leur partenaire et voilà, à faire le deuil de la relation parce que les personnes apprennent à être au plus proche d'elles-mêmes plutôt que d'être dans la dépendance à l'autre qui fait que l'autre n'a enfin, la personne qui fait travailler avec moi, elle a plus l'impression de se perdre si elle perd ce couple. Je suis désolée, mais je viens d'avoir un petit signal audio. Non, ça va, tout va bien. C'est simplement un mail qui est arrivé. Donc voilà, donc du coup ce soir j'avais envie de vous parler de ça, de comment on assainit un couple, parce que c'est fortement lié aussi au développement déjà de soi-même. C'est vrai que si du coup moi dans mon accompagnement on apprend à fonctionner du coup de façon saine, d'abord pour soi et ensuite pour être en relation avec quelqu'un d'autre, pour avoir un couple pérenne et un couple stable. Donc c'est fortement lié au développement personnel, mais aussi quelle interaction j'ai dans mon couple. Alors déjà, pour ce qu'il faut savoir, c'est que pour assainir un couple, déjà il faut être deux à le vouloir. Parce que s'il y en a un des deux qui n'a pas de souffrance particulière par rapport au fait que ce couple dysfonctionne comment dire, et qui n'a pas envie de mettre de nouvelles choses en place et qui n'a pas envie de changer de fonctionnement, déjà c'est déjà pas la peine en fait de chercher à arranger quoi que ce soit. C'est à la personne qui souffre de faire un travail sur elle pour réussir justement à prendre une décision, comme le font certains d'ailleurs de mes clients qui n'arrivent pas à se détacher de leur partenaire qui fonctionne de façon toxique. Soit, enfin, il n'y a pas d'autre option, soit on reste, mais à ce moment-là, en sachant qu'on rejoue beaucoup de choses vis-à-vis de soi, et là, c'est vrai que c'est les cas les plus délicats où on voit un des deux membres du couple qui reste avec l'autre, malgré le fait que ce soit pas du tout épanouissant comme relation. Mais malheureusement, si la personne ne demande pas d'aide ou ne cherche pas à agir, en fait, on peut pas se positionner en sauveur vis-à-vis de cette personne-là, puisque si la personne reste, c'est que inconsciemment, hein, bien souvent c'est inconscient, elle a des bénéfices secondaires à rester dans la situation. Donc dans ces cas-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est la laisser cheminer et de voilà qu'elle arrive à sa souffrance à elle, qui fait qu'à un moment elle va se dire stop et je peux plus continuer comme ça et je prends une décision. Voilà. Donc là, on parle vraiment du cas où il y en a un des deux qui veut absolument rien faire. Mais le but, moi, ce soir de ce live, c'est de vous parler de ce qu'il y a à faire pour rendre un couple plus sain. Euh, donc en fait, déjà, il y a des conflits divers et variés, mais bien souvent, ça se résume à un gros manque de communication. Alors, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, la communication dans le couple, c'est primordial, et patati, patala. Mais qu'est-ce que c'est en fait la communication dans le couple? Alors, la communication dans le couple, souvent on croit qu'on communique. Et en fait, oui, on communique, mais on communique de façon pas très saine. Donc, ce qui a pour conséquence que les uns et les autres rejouent leurs blessures. Je vous donne le cas, on va dire, un peu classique de... alors, c'est vraiment, comment dire... euh, Ah, je sais plus, je trouve plus mes mots. Ce que je voulais dire, c'est caricaturer, voilà. Je prends l'exemple de la femme dans le couple dont le mari n'écoute pas les besoins. Donc il va se mettre à râler sur son mari, à lui faire des reproches, à lui crier dessus, etc. etc. Et le mari qui lui va se renfermer sur lui-même, voire fuir de la maison, sortir, fuir dans le travail, ou des choses comme ça. Donc là, on est dans le cas où la femme joue sa blessure d'abandon, c'est-à-dire qu'elle se sent abandonnée par son mari par rapport à ses besoins, et le mari, lui, il se sent rejeté, donc c'est une blessure de rejet, puisque sa femme est dans le rejet, dans le reproche, etc., vis-à-vis de lui. Donc déjà, c'est des schémas, déjà là, on est en plein déjà dans les schémas d'enfance qu'on reproduit, c'est-à-dire que... je me sens abandonnée, ça va être peut-être voilà une femme qui a subi, qui a eu une enfance difficile, on s'est pas trop occupé d'elle, on l'a pas trop valorisée par rapport à ses besoins, elle n'a pas appris à s'en occuper.
ou au contraire, elle a été très très fusionnelle avec ses parents, elle a été chouchoutée, etc. Et puis elle cherche à reproduire ça dans son couple. Donc il y a soit une blessure d'abandon, soit une peur de l'abandon de sa part à elle, ou ça va venir appuyer sur une peur, quoi, une peur d'abandon, ou un sentiment d'abandon. Et en fait, chez le mari, donc par rapport à la blessure de rejet, ça va peut-être être qu'il a été peut-être beaucoup critiqué, qu'il a été peut-être élevé à la dure, voilà, plein de choses comme ça. Et donc, en fait, si on réalise pas que finalement personne n'a tort, mais personne n'a raison, mais que c'est simplement deux blessures qui se confrontent, ben on va rester en mode bourreau, c'est-à-dire que chacun on va rester dans son coin en pensant qu'on a raison et finalement en ne trouvant pas de solution. Donc communiquer, ça veut pas dire par exemple de la part de la femme que je vais absolument dire les choses, je vais lui dire qu'il faut qu'il fasse ci, je vais lui dire qu'il faut qu'il fasse ça, je vais lui parler que de mes manques, etc. La communication saine, c'est pas du tout ça, parce que c'est là, la femme par exemple serait en train de projeter sur son mari ses valeurs à elle, ses besoins à elle, sans respecter le fait que le mari en face puisse dire oui, non, et soit encore, à même de pouvoir poser ses limites. Et le mari, lui, de son côté, il est aussi dans le déni de sa partenaire et des besoins de sa partenaire. Donc ça veut dire que c'est comme s'il disait à sa partenaire, j'entends pas tes besoins et je m'en fous, quoi, je m'en fous. Et donc voilà, donc vous vous rendez compte dans le bunker dans lequel on est. Donc le but là, quand on va chercher à prendre soin du couple, ça va être d'apprendre à communiquer de façon saine. Communiquer de façon saine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des besoins, on va plutôt être dans le fait de parler de son besoin et de faire des demandes concrètes à son partenaire, plutôt que d'être dans la critique, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, ça ferme la connexion à l'autre, le fait de faire des reproches, le fait de lui balancer sous une certaine forme des reproches ou des paroles, ça va complètement fermer la connexion entre les deux personnes. Donc, dans la thérapie de couple, on apprend au partenaire à parler de ses propres besoins. C'est-à-dire qu'on va arrêter de dire tu fais ci, tu fais ça, ou t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. On va dire je prends la responsabilité de mon besoin. Donc, qu'est-ce que je fais quand je prends la responsabilité de mon besoin? Qu'est-ce que ça veut dire ça derrière? Ça veut dire que par rapport à mon besoin, je vais exprimer une demande concrète de ce qui va pouvoir régler mon besoin. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, pour vous donner un exemple, t'es jamais attentionné. Voilà. Imaginons qu'on parte de la situation toxique où une femme dit à son mari t'es jamais attentionné. Eh bien, en fait, pour lui, déjà, il se prend un reproche, donc déjà, il n'a pas forcément envie d'entendre et de s'ouvrir à ce que sa femme va lui dire, mais en plus de ça, donc le jamais, c'est vraiment des propos, on va dire que c'est vraiment du mode bourreau. Et ensuite, pour lui, ça l'aide pas, si vous voulez, à agir. C'est-à-dire que c'est jamais attentionné, bon ben lui, ça y est, on l'a enfermé dans une case, et en fait, il peut plus bouger de cette case. Tandis que si, par exemple, on détermine ce que c'est pour soi l'attention, parce que, vous voyez, en mode concret, on va dire, enfin, qu'est-ce que c'est pour vous d'être attentionné? Ça va être peut-être pour une personne, ça va être m'offrir des fleurs de temps en temps. Pour une autre personne, ça veut dire peut-être être un peu plus tactile, être un peu plus câlin. Pour une autre personne, ça veut dire peut-être faire un peu plus de surprises ou des week-ends et tout ça. Et donc, en fait, vous avez une communication qui n'y est pas. C'est-à-dire que une femme qui envoie, qui projette sur l'autre des reproches, l'autre qui se ferme complètement, et finalement, on n'arrive à rien. Donc là, pour arriver à quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Mon besoin d'obtenir des attentions, de la reconnaissance et tout ça, je vais faire une demande concrète pour être sûr que l'autre a bien reçu mon besoin et surtout comment moi j'ai envie qu'il soit comblé ce besoin-là. Donc, je vais me mettre à poser des mots concrets et des choses qui sont définies dans le temps, qui sont,
comment dire, ouais, défini dans le temps, dans le sens, ben moi ça me ferait plaisir par exemple de temps en temps qu'une fois par mois tu m'offres un bouquet de fleurs parce que j'en reçois pas et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie. Si l'attention c'est que par exemple, vous voyez, quand il y a des problèmes de couple, par exemple des problèmes sexuels, c'est-à-dire que les personnes n'ont plus de désir ou en tout cas n'ont pas forcément envie en même temps, ben, le but c'est de s'accorder, de se dire, ben, chérie, tu sais, j'aimerais bien que, par exemple, on fasse un peu plus l'amour et de le définir avec lui, qu'est-ce qu'il en pense, voilà. Après, dans un couple, pour une bonne communication, il y a un truc qui est très important, c'est de se mettre en mode curiosité vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que quand on a envie de faire un reproche à l'autre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut exprimer donc son besoin comme je l'ai dit, mais il y a aussi une chose à faire qui est importante, c'est que l'autre, son comportement comble, en fait c'est une stratégie comportementale qui comble un besoin chez lui. Donc si jamais votre partenaire il agit d'une façon qui ne vous plaît pas, dites-vous aussi que le fait qu'il agisse de cette façon-là, ça comble un besoin chez lui. Donc là, le mode curiosité, c'est-à-dire demander à votre partenaire concrètement qu'est-ce qui fait qu'il agit de cette façon-là et de chercher à comprendre le besoin qui est derrière ce comportement-là, ça va vous aider encore plus à retrouver aussi la connexion à votre partenaire. Donc voilà, donc déjà, on a parlé de la communication saine. Après, honnêtement, moi je trouve que pour avoir un couple qui fonctionne de façon saine, déjà la première chose à faire c'est d'avoir une relation saine avec soi-même. C'est-à-dire que si vous passez votre vie à vous occuper que des choses de famille, que des autres en fait sans arrêt, que vous vous occupez jamais de vous, forcément à un moment donné, vos besoins à vous, vous allez les reporter ou les reprocher aux autres. Donc, avant de pouvoir donner aux autres, c'est un peu comme dans les avions, il faut d'abord mettre son masque à oxygène à soi et puis pouvoir après le mettre aux autres. Ben là, un peu dans la vie, c'est pareil, c'est-à-dire que d'abord il faut remplir son réservoir et puis ensuite ça déborde et là à ce moment-là vous pouvez donner aux autres et vous pouvez fonctionner de façon saine avec les autres et vous êtes apte à donner. Mais si vous êtes complètement dépassé par une vie de famille ou par une vie de couple ou par des activités diverses et variées par rapport à votre travail ou des choses comme ça, à un moment donné, s'il n'y a plus d'espace pour vous et pour vos besoins à vous, ça va forcément rejaillir aussi sur le couple. Donc déjà, le deuxième conseil que j'ai à donner par rapport au fait d'arranger un couple, ça va être de remplir votre réservoir à vous. C'est-à-dire de vous sentir épanoui dans votre vie et de mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place dans le concret pour vos besoins. Et malheureusement, c'est vrai que souvent on dit oui, oui et on dit qu'on le sait, mais on ne le fait pas. Et c'est vrai que ça change quand même toute une vie de combler ses propres besoins. Voilà. Alors je souris, je suis désolée parce que j'ai mon compagnon derrière qui remuait le tiroir à couvert. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je riais, désolée. Voilà. Voilà, donc très important de combler ses propres besoins soi-même parce que sinon on va le faire payer aux autres à un moment donné sous une forme ou sous une autre. Ensuite, la deuxième chose, c'est aussi ce que je travaille dans le programme d'accompagnement avec les personnes avec qui je travaille, c'est d'apprendre à agir en fonction de ses émotions, mais à pas les taire et à pas les garder. Parce que souvent, dans des situations qui font un peu cocotte minute, on a tendance à garder pour soi, à prendre sur soi pour pas que le conflit éclate et explose. Et le problème de ça, clairement, c'est que justement, il y a beaucoup de conflits qui explosent au-delà de ce qui devrait exploser. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas gérées et des besoins qui ne sont pas entendus. Voilà, donc parce que derrière il y a parfois des schémas, il y a parfois des peurs de conflit, peur de l'abandon, et donc on n'ose pas parler ou on a pris l'habitude de ne pas parler de ses besoins, de ne pas s'en préoccuper, et donc qu'est-ce qu'on fait? On garde, on garde, on garde. Et puis ça explose. Ou bien il y a aussi l'option on garde, on garde, on garde et puis on se met à somatiser gravement, à avoir parfois de gros soucis de santé, ça peut être des problèmes de peau, ça peut être des problèmes inflammatoires, ça peut être des problèmes de maladies auto-immunes, ça peut être plein de choses qu'on déclenche parce que au niveau des émotions on ne gère pas.
Voilà, mon troisième conseil, c'est vraiment apprendre à gérer les émotions et à s'entendre et à s'écouter dans le couple. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, faut pas le laisser courir, mais vraiment le prendre en considération le plus rapidement possible. Et s'il y a quelque chose qui est passé à l'as, de revenir dessus. Parce que chaque chose que vous n'allez pas dire, que vous n'allez pas exprimer dans le couple, en fait, c'est comme si c'est un mauvais réservoir qui se remplit au fur et à mesure. Et donc parfois, vous allez exploser pour toute autre chose, alors que c'est parce qu'il y a plein de choses qui se sont cumulées, des rancœurs qui n'ont pas été réglées. Donc, par rapport à cette gestion émotionnelle, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment en couple de vraiment toujours régler les problèmes ou les différends au moment où ils se présentent. Et de ne pas reporter à plus tard ou de ne pas faire comme si c'était arrangé, comme si c'était réglé, alors qu'il n'y a rien de réglé et il n'y a rien de discuté et il n'y a rien de posé clairement. Parce que sinon, c'est trop de rancœur qui se cumule et au bout d'un moment, en fait, on n'en peut plus parce qu'on explose. Voilà. Donc du coup, voilà, mon autre conseil, c'est celui-ci. Voilà. Après, autre conseil, c'est la posture qu'on prend. Observer quelle posture je prends. Est-ce que dans ce couple-là, je me sens victime tout le temps? Et donc la posture de victime, c'est la posture dans laquelle on se positionne quand on se plaint. Donc on va se plaindre de l'autre, on va se plaindre de son comportement, etc. On va râler, mais on ne fait rien, on ne dit rien, et on ne va pas surtout jusqu'au bout des démarches. C'est-à-dire que peut-être on va se plaindre à l'autre et on va lui dire, mais au final on va pas jusqu'au bout de la démarche dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de trouver un compromis. Vous savez que je vous en ai parlé dans d'autres lives des compromis et des concessions. Alors il y a une différence entre compromis et concession. La concession, c'est quand on cède une part de soi, ça veut dire que quelque part on se lâche un peu la main. Donc ça, non, c'est pas bon dans un couple parce qu'à un moment donné, ça va revenir dans le couple. Si vraiment on cède quelque chose d'important pour soi, on va le reprocher ou le faire ressortir d'une façon ou d'une autre dans la relation. Ça, c'est pas bon. Par contre, le compromis, ça veut dire qu'on prend le besoin d'une personne en considération, le besoin de la deuxième personne du couple en considération, et on essaie de trouver une solution ensemble pour que les deux soient en accord. Voilà. Euh, voilà. Donc ça, c'est très important parce que vraiment, s'il n'y a pas de compromis trouvé, ben en fait, c'est une souffrance éternelle. Voilà. Donc après, ce qu'on peut faire pour réussir à trouver des compromis parfois, quand les deux valeurs s'affrontent, les deux besoins s'affrontent, c'est qu'il y en ait un des deux qui essaye de changer de perspective de la façon dont il perçoit la situation. Voilà, d'essayer de voir finalement qu'est-ce qui est négociable chacun de votre côté, voilà, qu'est-ce que vous pouvez négocier par rapport à ce même problème, finalement, au-dessus de quoi vous pouvez passer par rapport à une solution à trouver ensemble en commun. Voilà, donc là, il y a toute la créativité de chaque membre du couple qui peut, comment dire, qui peut se mettre en route. Voilà, donc ensuite, quand on se sent victime de l'autre, vous avez bien compris que ça veut dire qu'il faut passer à l'action et que quelque chose soit fait parce que sinon, en fait, ça reste complètement toxique. Ensuite, le remède à la victimisation, je voulais dire, c'est le passage à l'action. Ensuite, quand on se met en mode sauveur, bien souvent, c'est que comment dire, on reste dans un couple malgré que nos valeurs ne soient pas respectées. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, je supporte pas que tu continues à envoyer des messages à tes ex alors que tu es en couple avec moi, par exemple. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui va être non négociable, par exemple. Et la personne qui reste dans ce mode-là, par exemple, malgré que sa compagne ou son compagnon continue à faire ça, ben c'est quelqu'un qui se positionne en mode sauveur, c'est-à-dire qu'il va être dans le sacrifice de soi pour garder cette relation. Et ça mène encore à quelque chose de toxique, c'est une grande souffrance.
Et donc, c'est ce qui présage d'un effet un peu cocotte minute parce qu'on va cumuler plein de choses qui vont pas. Et à un moment donné, soit on va se mettre à déprimer parce on va pas se sentir aimé, soit on va exploser à un moment donné, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite, le mode bourreau, c'est quand on passe notre temps à penser qu'on a raison, à trouver qu'on a raison, à faire comprendre à l'autre qu'on a raison, qu'on lui fait des reproches sans arrêt, ou qu'on va être contrôlant vis-à-vis de lui, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais, où tu vas, etc., etc. Ça, en fait, c'est pareil, c'est encore du toxique. Comment on sort de ça? C'est en réalisant que déjà, c'est pas que vous avez raison ou que l'autre a raison ou tort. C'est juste que vous avez des valeurs différentes. C'est des valeurs, c'est les principes de vie, c'est les façons dont vous agissez par rapport à certains points dans votre vie et que vous avez juste en fait pas la même vision des choses. Et donc déjà de comprendre que l'autre il n'est pas plus ou moins que vous c'est juste que en fait on n'a pas la même façon de voir ou de faire les choses. Ben déjà ça désamorce un peu le côté j'ai raison, le côté je m'impose quoi. Et d'avoir donc de la tolérance. Et donc c'est le fameux mode curiosité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de dire mais ok mais qu'est-ce qui fait qu'en fait ça tu le fais pas, je comprends pas pourquoi est-ce que ça n'arrive pas, pourquoi est-ce que ça fait 3 fois que tu es en retard, pourquoi est-ce que je te demande de mettre la machine en route et tu le fais pas, enfin qu'est-ce qui se passe quoi. Et à ce moment-là trouver des solutions ensemble plutôt que de dire ah ben tu fous jamais rien, t'en branles pas une. Vous voyez un peu les mots qu'on peut avoir sur le ton, sur le côté bourreau. Et à un moment, si on voit qu'il y a des choses qui sont trop importantes, qui nous amènent à devenir bourreau, parce que c'est vrai qu'il y a des attitudes chez l'autre qui peuvent nous pousser à devenir bourreau, eh bien, à ce moment-là, il faut vraiment se poser la question. Alors, soit de la thérapie de couple, du coup, si jamais vous avez envie de garder ou de récupérer votre couple, et si c'est vraiment trop, se poser la question de savoir si je reste dans ce couple-là ou pas. Voilà, donc je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai la bouche sèche d'avoir parlé. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des petits messages pour voir si est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça vous parle de ce que je suis en train de dire ou pas du tout, parce que j'ai vu que je recevais un petit peu des messages. Donc si jamais vous voulez me dire ce que vous en pensez, voilà. Est-ce que ça vous est arrivé? Enfin voilà. Bon, alors je ne reçois pas de message. Je ne sais pas si c'est parce que le chat ne marche pas ou parce que personne n'a de choses à dire ou à répondre. Mais bon, du coup, voilà, je vais continuer. Ensuite, il y a un truc aussi tout simple qui peut arranger et aider un couple, c'est de comprendre qu'on n'a pas la même façon, chacun, hein, tous, d'aimer les autres et de se sentir aimé. C'est-à-dire que chacun a une façon de se sentir aimé et une façon encore différente de celle dont il se sent aimé pour montrer à l'autre qu'on l'aime. Je m'explique. Je ne sais pas si vous connaissez les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Donc les langages de l'amour, alors je vous le dis, j'en oublie toujours un, je vais voir si je l'oublie ou pas ce soir. Donc il y a le tactile, il y a les moments partagés, il y a les services rendus, il y a les cadeaux et je sais plus. Le dernier, je l'oublie tout le temps. Donc si par exemple vous, votre façon de vous sentir aimé, imaginons que ce soit les services rendus, mais que l'autre va vous offrir tout le temps plein de petits cadeaux et tout ça, mais que par contre il vous rend jamais de service. En fait c'est comme si l'autre il remplissait un puits sans fond parce que vous finalement votre façon de vous sentir aimé c'est pas celle dont l'autre vous montre qu'il vous aime majoritairement, donc ce qui fait que vous, votre puits au fur et à mesure se vide et d'un autre côté l'autre en fait il a l'impression de mettre de l'eau dans le vide quoi, voilà.
Donc, ce qui veut dire qu'en fait, vous faites ça, on est en parallèle, mais ça se croise jamais, quoi. Donc il y a des exercices aussi en thérapie de couple qu'on donne pour se retrouver sur la même longueur d'onde. Donc, c'est qu'on demande, je vous donne un peu, ça c'est un truc un peu offert ce soir. En fait, c'est de prendre donc ces 5 langages de l'amour. Bon, vous les trouverez facilement hein, sur Internet. Et de faire en fait, de décrire vous dans l'ordre de 1 jusqu'à 5, la façon dont vous vous sentez aimé en priorité jusqu'au dernier. Le dernier, c'est là où vous vous sentez le moins aimé. Et de l'autre côté, dans une autre colonne, vous écrivez la façon dont vous avez tendance à montrer votre amour aux autres. Donc c'est pareil, un moment de partage. Ah oui, le dernier c'était les paroles valorisantes. Paroles valorisantes, le tactile, etc., etc. Donc vous classez. Et puis, si vous êtes en couple, vous pouvez vous amuser à faire ça avec votre partenaire, de voir en fait votre partenaire comment il se sent aimé et comment il a tendance à montrer aux autres qu'il les aime. Et puis vous comparez, vous mettez les feuilles à côté. Et puis là, parfois on a beaucoup de surprises. C'est qu'on se rend compte que ça fait comme ça quoi. Et que du coup, donc là pour le coup, ce qu'on peut faire par rapport à cet exercice-là, si on se rend compte que ça va pas du tout parce que on a juste pas la bonne façon de montrer à l'autre qu'on l'aime ou que l'autre n'a pas forcément la bonne façon de nous montrer qu'il nous aime pour nous, celle dont nous on a envie de recevoir, ben à ce moment-là, pareil, communication, c'est-à-dire faire des demandes concrètes sur ce que c'est pour vous de vous sentir aimé et sur comment en fait il va vous montrer qu'il vous aime parce que voilà. Bon, après, voilà, ça c'est quand on est dans un couple où on est deux à vouloir que ça fonctionne. Voilà, mais c'est un exercice très sympa à faire, que moi je conseille à beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, et ce soir j'avais envie de vous parler de cet exercice-là. Je viens d'avoir un petit peu des commentaires, donc je vais regarder. Alexis, mon conjoint, dit que c'est très intéressant. Ce que tu dis, ça permet de prendre conscience de la bonne manière. Ah, ben c'est gentil, merci Alexis. Alors c'est trop sympa parce que Elodie, du coup, c'est quelqu'un que j'ai accompagné, qui m'a fait un témoignage en vidéo et qui s'est remise du coup avec son conjoint juste un petit peu vers la fin de l'accompagnement. Et donc Alexis, c'est son conjoint. Mais je suis trop contente de voir que Alexis, euh, je suis contente de voir que Alexis, il suit aussi. Hein. C'est trop chouette, Alexis. Mais écoute, voilà, je te dis un petit bonjour parce que je suis ravie que vous soyez heureux à nouveau avec Elodie. Ça me fait trop plaisir, ça me touche voilà, de voir des couples qui fonctionnent voilà, après mon accompagnement. Donc du coup, Véronique qui dit merci, j'essaye de quitter une relation où je suis dans les 3 phases, mais mon partenaire est étranger, ne veut jamais répondre à mes questions quand j'essaie d'arranger les choses. Mais 5 ans de relation distanciée, ça n'aide pas, ne m'aide pas. Et oui, alors là, Véronique, les relations à distance, c'est très très compliqué. Moi, mes clients, honnêtement, hein, je suis sincère, mais c'est par expérience aussi, les relations à distance, à grande distance, je les déconseille parce que c'est compliqué de vraiment connaître quelqu'un quand on est à distance. C'est compliqué de vraiment vraiment le connaître et dans son environnement aussi et puis aussi parce que pour les projets de vie c'est quand même compliqué aussi, c'est à dire que ça veut dire forcément qu'il y en a peut-être un des deux qui va sacrifier quelque chose ou les deux hein, si vous choisissez par exemple d'être à mi-chemin. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué parce que ça entraîne plein de choses, le fait de ne pas pouvoir être dans un quotidien par rapport au projet et ce qu'on doit sacrifier pour pouvoir, par exemple, vivre ensemble à un moment donné ou vivre pas trop loin. Voilà, donc je comprends. Mais après, pour moi, la question à se poser, c'est vrai, enfin, après, c'est pas par rapport à vous en particulier, hein, Véronique, c'est que quand on reste dans un couple qui fonctionne pas bien, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que je rejoue en fait en restant dans ce couple qui fonctionne pas bien. Parce que quelque part, si on s'accroche à un couple dans lequel l'autre n'écoute pas nos besoins, c'est qu'on est en train de rejouer un schéma quelque part. Voilà, c'est qu'il y a un nœud quelque part et qu'on est en train de rejouer un schéma par rapport à une blessure. Et souvent, c'est la blessure d'abandon. Hein. Ou la blessure de rejet selon le comportement en fait de l'autre en face. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'on est en train de rejouer un schéma. Et donc, il y a certainement une forme de dépendance, hein, clairement, parce que quand on n'a pas de dépendance affective, on écoute ses besoins, on se fait passer en priorité, même si
on n'est pas que des gens égoïstes, hein, mais quand même, clairement, si l'autre ne nous écoute pas, ne nous entend pas, c'est une histoire d'estime de soi et de se dire à un moment, ben non, je mérite pas qu'on me manque de respect en n'écoutant pas mes besoins et en faisant comme si j'existais pas dans le couple, quoi. Voilà. Euh, donc, Alexis, mon conjoint, dit que c'était... Ah, je suis désolée. Hop, hop, hop. Emmanuel, coucou, j'ai posé la question X fois de savoir ce qui s'était passé dans sa jeunesse, son enfance, pour qu'il soit aussi dur, non seulement avec moi, mais avec d'autres. Donc, impossible d'avancer. Ah ouais, mais clairement, en fait, Emmanuel, tu peux pas avancer avec quelqu'un qui ne te répond pas. Et c'est pour ça qu'en début de live, j'ai bien précisé que pour arranger les choses dans un couple qui fonctionne de façon toxique, il faut qu'on soit deux à le vouloir. Parce qu'en fait, s'il y en a qu'un des deux, là, on est dans autre chose complètement. On est dans des schémas d'abandon et de rejet qu'on reproduit et dans un manque d'estime de soi, en fait, clairement. Parce que l'estime de soi, c'est l'autre qui respecte mes valeurs. Si l'autre ne respecte pas mes valeurs, c'est que clairement, on est dans un manque d'estime de soi et qu'on rejoue notre blessure d'abandon. Celle où quelque part, en restant dans ce couple-là, je m'abandonne moi-même. Voilà, donc effectivement, ça c'est vraiment problématique. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de souci justement qu'on travaille dans mon accompagnement également. Merci à toi, elle progresse très bien, Elodie, je suis fière d'elle. Ah, trop bien. C'est Alexis qui me répond. Ah, trop chouette. Ah, je suis trop contente pour vous que ça aille bien. Franchement, bah ouais, tu fais bien d'être fière d'elle parce que tu sais, Alexis, en fait, Elodie, elle a super bien bossé pendant le programme et puis elle a été courageuse parce qu'elle s'est vraiment mise face à elle-même dans l'accompagnement et vraiment, elle m'a fait une progression fulgurante. Donc, bah écoutez, moi j'attends votre photo, hein, la photo de vous en amoureux. Je crois que je vais commencer à me faire des galeries d'amoureux qui vont bien après l'accompagnement. Voilà. Bon, c'est trop chouette. Véronique qui me dit merci de votre retour, car en effet, j'ai l'impression de ne pas le connaître malgré les années qui passent. Du coup, ça ressemble à de la dépendance affective où sa présence me rassure. En effet, la blessure d'abandon. Eh oui, Véronique, c'est bien ça. Et donc ça, malheureusement, ben en fait, c'est tout un truc à travailler avec les besoins, les valeurs, la gestion des émotions, les schémas inconscients et aussi sortir du triangle de Cartman, quoi. Mm. Aucune écoute, pareil, pas de souci entre nous, c'est moi qui ai un problème. Et oui, le problème, alors là, vous voyez, dans ces histoires de couple qu'on arrange, hein, c'est là que, vous voyez, par rapport aux commentaires que je vois, vous voyez, c'est exactement ça, on voit la différence quand on est deux à le vouloir que ça s'arrange. Donc, par exemple, le cas d'Elodie, où Elodie et Alexis, en fait, ben, ça s'est arrangé parce que tous les deux, ils ont réussi à se mettre à communiquer. Elodie, elle a vu qu'il y avait quelque chose, en fait, qui fonctionnait pas bien, du coup, elle est venue faire un accompagnement avec moi. Alexis, lui, bon, Elodie, je sais qu'elle l'a dit dans l'interview, donc je peux le dire, mais Alexis, voilà, il en avait assez de se sentir accusé, de se sentir remis en question, certainement, et donc à un moment donné, il a craqué, il est parti. Mais du coup, là, vu que Elodie, elle a pris conscience de plein de choses, elle a travaillé sur elle et tout ça, ben aujourd'hui, elle est capable de parler calmement, voilà, de ses besoins, de ses valeurs, de poser des limites, en même temps d'essayer d'être curieuse de l'autre et de ses besoins aussi. Donc, ben, entre eux, ça s'est arrangé et ça va bien. Maintenant, le cas dont parle ben, soit Emmanuel, soit Véronique, ben, c'est le cas en fait où là, il y en a qu'un des deux qui a envie que ça s'arrange ou qui a envie de rester. Et dans ces cas-là, ben, en fait, vous pouvez rien arranger parce qu'une relation, c'est toujours à deux. Donc on peut rien arranger. Alors soit on reste dans un schéma où on vit ses souffrances parce que dans notre enfance on a souffert de ces blessures-là. Bien souvent on a souffert de la blessure d'abandon, de la blessure de rejet. Et en restant dans ces relations-là, tout ce qu'on fait c'est reproduire ce schéma-là. Mais à un moment donné, on est dans une telle grande souffrance qu'il faut faire quelque chose. Soit à ce moment-là, ben, il faut partir et vous pouvez pas en fait construire une relation saine si l'autre en face de vous n'est pas ok pour fonctionner de façon saine, c'est impossible. Si l'autre en face de vous n'a pas envie de répondre à vos besoins, de respecter vos valeurs, ben en fait vous pouvez rien faire, vous pouvez rien changer. On ne peut pas changer quelqu'un.
Donc bien souvent dans les couples qui vont pas bien, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui voudrait que ça s'arrange, qui voudrait rester, qui est malheureux et qui souffre. Bon, l'autre aussi, hein, souvent on est aussi en souffrance quand notre couple fonctionne pas. Mais on n'a pas forcément envie de faire les efforts nécessaires, ne les met pas en place concrètement, mais parfois la personne ne s'en rend même pas compte qu'elle ne met pas concrètement en place les choses qu'il faudrait. Mais voilà, donc c'est pour ça que parfois quand on voit qu'il y a la volonté des deux, mais que la personne qui ne met pas en place ce qu'il faut, elle ne le voit pas, c'est là où le thérapeute de couple peut un peu aider à donner des indications, à vous guider sur ce qu'il y a à mettre en place, etc. Par contre, on peut rien faire si clairement c'est volontaire et si par exemple clairement c'est quelqu'un qui est manipulateur, qui est avec vous en couple et que ce manipulateur-là, il n'a rien du tout envie de mettre en place pour arranger le couple. C'est pas qu'il s'en rend pas compte, mais c'est juste qu'il veut pas et que en fait lui il pense qu'à lui ses besoins et son intérêt, donc ça c'est manipulateur. Bah, à ce moment-là, vous pouvez rien arranger en fait avec un manipulateur qui reste campé sur ses positions, donc voilà. Euh, après, comment est-ce qu'on arrive à déterminer si la personne elle vous manipule ou si la personne elle est sincère mais c'est juste que en fait elle se rend pas compte qu'elle met pas les choses en place, ben vous allez chez un thérapeute de couple qui vous fait mettre ensemble en place des choses. Si ça tient et que c'est mis en place et qu'il y a des efforts qui sont faits, ben en fait c'est juste que la personne elle n'avait pas conscience qu'elle mettait pas en place ce qu'il fallait. Maintenant si vous voyez que soit il met en place et au bout de 2 semaines ça tient pas, ou que la personne dit oui oui mais que finalement elle ne fait pas, ben à ce moment-là c'est quelqu'un qui manipule. Voilà. Après, évidemment, on n'arrive pas toujours au premier coup à tout mettre en place comme il faut, etc. Mais on voit que quand même l'autre fait des efforts, que l'autre fait des petites, comment dire, des essais pour changer ce qui va pas bien. Voilà. C'est aux efforts que la personne fait pour arranger les choses qu'on voit si la personne est en train de vous manipuler ou pas. Après, moi, ce que je conseille dans ces cas-là, quand c'est des situations qui durent ad vitam aeternam, je conseille de se donner à soi-même une date à laquelle on se dit, même si c'est dans un an, hein, la date, hein, on s'en fout, c'est pas grave. On se dit, bah, dans un an, je décide d'arrêter cette situation-là, ça ira pas plus loin parce que si dans un an on est toujours là-dedans, ben je veux pas gâcher ma vie, je veux pas perdre du temps dans cette relation et je décide que je tournerai la page. Voilà. Après, on peut en discuter aussi avec la personne hein, en disant ben écoute moi cette situation je peux pas rester ad vitam aeternam parce que je la supporte plus et moi personnellement je me laisse tant de temps pour rester dans cette relation quoi. Voilà. Alors, moi je vois qu'en dessous de ma publication, ça parle, ça parle. Ah, ah, lui il avait aucun problème, moi tous. Alors j'essaie de descendre, mais le problème c'est que ça revient. Alors j'ai proposé une thérapie de réponse. Si j'y vais, c'est pour te faire plaisir, car moi je n'en ai pas besoin. Ouais, ben en fait, ouais, ben en fait là, vous pouvez rien faire en fait. Tu vois, Emmanuel, tu peux rien faire là dans ce cas-là parce que euh, quelqu'un qui te dit moi je n'en ai pas besoin, si ça veut dire qu'il te considère pas dans tes besoins à toi. Ça veut dire qu'il considère pas que tu puisses avoir des besoins et exister dans le couple, quoi, tu vois. Parce que quelqu'un qui va être attentif à toi, et c'est là où c'est peut-être un manipulateur, hein, justement, quelqu'un qui est attentif à toi, s'il t'aime, il va pas être insensible à ta souffrance. Il va bien se poser la question de savoir pourquoi tu l'emmènes en thérapie de couple, et déjà, avant même ça, il va se demander qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, tu vois, il va s'intéresser un peu au problème. Et voilà. Rien à faire, ce n'est que partir. Ah oui, oui, de toute façon, Anna, honnêtement, c'est sûr que t'as raison, hein, il n'y a rien à faire à part partir. C'est pour ça qu'au au début du live, je disais, qu'est-ce qui peut arranger un couple, mais quand les deux ont envie de fonctionner de façon saine. Moi, ce qui peut arranger, par exemple, quand quelqu'un fait mon accompagnement, un couple ou récupérer la personne de qui on s'est séparé, c'est que la personne en face aussi, quand mes clients vont évoluer, vont apprendre, etc., ben, que la personne en face aussi, euh, ouais, je sais, Anna, que t'es partie. Bravo.
Je sais. Tu me l'avais dit, tu m'en avais parlé. Mais c'est chouette, voilà. C'est le truc, c'est que voilà, moi mes clients, ils arrivent à arranger un couple parce qu'ils se mettent à fonctionner de façon saine. Si l'autre en face fonctionne de façon saine, maintenant si l'autre fonctionne pas de façon saine et que c'est un manipulateur, on peut faire tout ce qu'on veut, ben en fait ça marchera jamais. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. J'avais envie de vous parler voilà, un peu des 5 langages de l'amour, un peu de comment on communique. J'avais envie de vous donner des précisions un peu de qu'est-ce qu'il faut dire, de qu'est-ce qu'il faut vraiment travailler. Il y a vraiment un peu de l'envers du décor de mon accompagnement dans ce que je vous ai dit ce soir, hein, quand j'ai expliqué par rapport même à la communication. Voilà, moi je sens que monsieur me dit qu'il va venir pour qu'on parle. Franchement, et la dernière fois, il l'a fait. Pas moyen de parler, je pense, manipulateur. Après, Véronique, il faut se poser vraiment la question. J'essaie de partir, c'est difficile car son rejet et son ghosting me blessent alors énormément. Ah, coucou Caroline. Ah, ça me fait trop plaisir. Et c'est trop mignon, j'ai tous mes clients qui sont avec moi, enfin pas tous, mais il y en a beaucoup. Caroline aussi, Caroline, elle a fini l'accompagnement il y a quoi, il y a un mois à peu près, Caro. Ça passe trop vite le temps. Et voilà, et donc oui, bah après, la question à se poser quand c'est comme ça, qu'on reste avec quelqu'un, qu'on a l'impression qu'il nous manipule, c'est qu'est-ce qui fait que moi je reste, qu'est-ce que je reproduis quand je reste dans cette situation-là. Et franchement, le conseil que j'ai à vous donner, c'est ne restez pas dans cette souffrance-là et faites quelque chose, quoi. Vraiment, un travail sur soi pour aller chercher dans vos blessures ce qui fait que vous restez dans cette situation-là, dans ce couple-là, et que vous rejouez ça. Et vraiment apprendre à vivre, pas plus à travers une relation, mais à travers vous, ce que vous allez mettre dans votre propre vie, et comment vous allez vous occuper de vous, comment vous allez prendre soin de vous, comment vous allez kiffer votre vie, mais sans pour autant que ça passe par un autre, quoi, ou une autre personne. Voilà. Et j'ai résisté, puis avec, ils m'ont invité, on ne pouvait plus, mais de quoi? Mystère. Ah oui, ça fait 2 mois déjà, Caroline. Oh, ça passe trop vite, ça défile, ça défile. Moi, j'ai l'impression que c'était hier que tu m'as envoyé le message. Je me rappelle, j'étais en vacances, tu m'as envoyé un super message. Et j'avais l'impression que c'était hier. Bon, bah, et comment tu vas, Caroline, alors, après cet accompagnement? Ça va toujours bien? Moi, je suppose que oui, parce que je me dis, si t'es là, que tu fais des coucous et tout, c'est que tout va bien. Voilà. Bon, ben écoutez, voilà. Alors maintenant, j'ai quelque chose à vous demander. C'est est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous avez des choses à dire? Voilà. J'attends un petit peu. Moi, je vais boire un coup encore parce que j'ai très soif. Et j'attends un petit peu vos questions. Ah, super. Super, Caroline. J'attends un petit peu vos questions. Je vais juste me remplir mon verre d'eau, hein. Je reviens. En attendant, j'attends que vous me posiez les questions. Bon, bah, j'espère bien, Caroline, hein. J'ai hâte d'avoir tes messages. Bon ben voilà, écoutez, moi pour ce soir, je vous ai fait ce petit live pour vous donner un petit peu quelques astuces pour savoir comment assainir le couple. Ça m'a fait plaisir d'avoir vos retours par rapport à ce que j'étais en train d'expliquer, etc. J'ai pas creusé, mais j'avais envie en fait de donner quelques éléments les plus importants en fait, donc la communication, hein, savoir comment vous avez besoin d'être aimé et comment vous avez tendance à aimer l'autre aussi, et voir si c'était commun dans votre couple. Et, euh, et puis voilà, hein, je crois qu'on a résumé la chose. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Et puis si jamais vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas aussi à me les mettre dans le fil de la conversation que j'ai créé sur Facebook.
Voilà, je vais essayer de faire un live. Je vais essayer de faire un live sur les parents toxiques dans pas longtemps. Si jamais vous avez des questions à poser par rapport à la toxicité des parents, moi ça m'arrangerait parce que ça me permettrait un peu de diriger mon prochain live. Voilà, le thème c'est les parents toxiques, mais j'aimerais savoir ce qui vous intéresserait de savoir par rapport à la toxicité des parents. Voilà. Bon, ben, c'est avec plaisir. Et ben, merci toutes les filles. Et. Ah, moi oui, énormément, il dit Maxence. Bon, super. Bon, ben, je vous souhaite une belle soirée à tous et toutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser hein, dans le chat. Et puis, oui, c'est vrai que je vous ai pas parlé parce que je suis pas trop bonne en promo. Mais si jamais vous voulez, comment dire, j'ai encore quelques créneaux de dispo si vous voulez des rendez-vous bilan. Donc n'hésitez pas à me demander en privé. Et puis voilà. Ah, bon, et ben, je vous embrasse. À mes clients aussi, vous êtes tous dans mon cœur hein, quand je vous vois présent au live, ça me touche énormément. Je suis trop contente et franchement, je vois que malgré le fait que vous ayez terminé vos accompagnements, ben, vous venez aussi assister au live et ça me fait trop plaisir de vous avoir en lien. Voilà, ben, je vous dis à bientôt et puis prenez bien soin de vous. Au revoir.